Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue au 20h. Fédération camerounaise de football d'exaltation se multiplie à quelques heures seulement de l'élection à la tête de la FECAFOOT. Un mouvement d'humeur a été observé ce jour à Yaoundé. Des manifestants revendiquaient le départ de Iya Mohamed, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, candidat à sa propre succession. La famille Moulin-Fournier interdite de retourner au Cameroun. C'est une décision du ministre français des Affaires étrangères. Vous vous souvenez, les Moulin-Fournier avaient été enlevés dans la partie septentrionale du Cameroun avant d'être libérés après 2 mois de captivité. Ces titres et bien d'autres vont être développés dans un très court instant. Madame, monsieur, une fois de plus, merci de nous retrouver sur le 20h. Du sport football sous fond de cafouillage à l'ouverture de ce journal. Mouvement d'humeur à la Fédération camerounaise de football. Des manifestants venus de Douala et de plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé ont envahi le siège de la FECAFOOT ce vendredi et le revendiquaient le départ de Iya Mohamed, l'actuel président de l'instance fêtière du football camerounais. Des détails avec Yannick Mbazoa. La tension était à son comble ce vendredi 24 mai 2013 au siège de la Fédération camerounaise de football. Pendant plus de 3 heures de temps, un groupe de manifestants venus de la capitale économique et de certains quartiers de la capitale politique, sous la houlette de Constant Elon, président de Dauphin DDA, ont assiégé la FECAFOOT. Il n'a joué au foot nulle part, il a assez volé. Une seule revendication à l'ordre du jour, le départ de la fédération du président sortant, Iya Mohamed. Monsieur Iya Mohamed et sa bande pourrissent le football camerounais depuis des années. Iya Mohamed, on ne peut pas voir ça dans un pays, le pays de Roger Mila, de Théophis, d'Abega, de Mbida, et le football est au sol comme ça. Pour les manifestants, la longévité de Iya Mohamed a handicapé le fonctionnement du football camerounais. 13 ans, il est à l'assaut de coton, il est à la FECAFOOT. On lui a redonné l'assaut de coton. Qu'il nous laisse la FECAFOOT. Pendant toute la manifestation, le personnel de la FECAFOOT a été retenu prisonnier dans les bureaux. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre, des commissariats du 2e et du 8e arrondissement pour que la situation se calme légèrement. Des tensions qui surviennent à l'aube de l'élection du prochain président de la Fédération camerounaise de football. Nous entendons boycotter même les élections de demain et si possible même mettre ces gens-là dehors et faire de cette fédération une fédération qui marchera désormais. À notre départ des lieux, la fédération était déjà sous haute sécurité. Notre joie et notre mélodie, à toi l'amour. Voilà, vous pouvez donc constater que le cafouillage reste perceptible à quelques heures seulement de la tenue de cette élection. Plusieurs camps s'opposent au scrutin de demain samedi. Des tractations se poursuivent de tous les côtés, autant de celui de l'actuel président candidat à sa propre succession que de celui de ses adversaires. Jean-Paul Chouniata. À quelques heures de l'élection du président de la FECAFOOT, les différents prétendants et camps qui s'opposent ont presque perdu le sommeil. Les grandes manœuvres sont en marche pour occuper le siège de Tinga et contrôler tout le football camerounais. L'équipe dirigeante en place multiplie des concertations, activant les réseaux de tous bords pour conserver son fauteuil. Le camp d'en face, bien averti de la machine actuelle de la FECAFOOT, fait feu de tout bois pour faire entendre sa cause et faire échec à l'équipe Iya Mohamed. Des membres du comité citoyen pour le redressement du football camerounais, des anciennes gloires ont saisi le ministre des Sports pour interdire cette élection, prévue dans quelques heures à Yaoundé. Une marche est annoncée dans la capitale politique ce 25 mai pour protester contre la tenue de cette élection. Au dire des journaux, la croisade pour la chute de Iya Mohamed n'en est pas à sa fin. Philippe Mbargaboua, ministre chargé de mission à la présidence de la République et ancien ministre des Sports, Grégoire Ouna, ministre du Travail et vice-président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, auraient juré de faire tomber Iya Mohamed pour cette nouvelle Olympiade. Iya Mohamed et son équipe réussiront-ils leur assaut final sur cette élection? En face, les adversaires sont plus que jamais déterminés à lui barrer la voie.
L'opinion ne perd donc rien à attendre. Et Iya Mohamed a-t-il finalement eu raison du contrôle supérieur de l'État dont le Conseil de discipline financière et budgétaire a épinglé la gestion à la tête de la Sodecoton? La question se pose avec beaucoup d'acuité au moment où Iya Mohamed vient d'être reconduit dans ses fonctions de directeur général de la Sodecoton. Dans le même temps, ses passeports lui sont restitués. Comment comprendre ce scénario à la veille de l'élection annoncée de la Fédération camerounaise de football? Une fois encore, Jean-Paul Souniat. À la publication du rapport du contrôle supérieur de l'État et de la confiscation de ses passeports, l'opinion voyait les jours de Iya Mohamed compter à la tête de la Sodecoton. Contre toute attente, il vient d'être reconduit directeur général d'une entreprise qu'il dirige il y a 29 ans. Comme depuis 1984, le conseil d'administration lui a donné quitus de bonne gestion pour avoir fait gagner plus de 5 milliards de francs CFA de bénéfices à la Sodecoton pour l'exercice 2012. La sortie de ce conseil d'administration a tout l'air d'un contre-pied à la décision du contrôle supérieur de l'État. Cet organe avait reconnu Iya Mohamed coupable de 20 fautes de gestion qui ont fait perdre 9 milliards de francs CFA à la Sodecoton de 2005 à 2010. Iya Mohamed est encore directeur général malgré la déchéance de 7 ans qui pesait sur sa tête. La sortie des administrateurs de la Sodecoton et la restitution de ses passeports coïncident-ils fortuitement avec la veillée de l'élection à la FECAFOOT dont Iya Mohamed est en course pour la présidence? L'opinion n'a toujours pas trouvé de réponse à ces interrogations que suscite cette affaire. Si Iya Mohamed sur 5 ans a fait perdre 9 milliards de francs CFA à la Sodecoton, comment a-t-il pu faire cumuler des bénéfices de plus de 5 milliards à cette même entreprise sur un exercice? Cette réhabilitation de Iya Mohamed ne jette-t-il pas du discrédit sur le travail des inspecteurs du Consupé? Il avait déjà saisi la Cour suprême, ce qui a suspendu la décision du Consupé au dire des hommes de droit. Iya Mohamed, semble-t-il, a sauvé sa tête à un moment où il est candidat à sa propre succession à la tête de la FECAFOOT. Si Iya Mohamed est élu président, aurait-il finalement eu raison de ceux qui le voyaient ni à la Sodecoton ni à la FECAFOOT, mais à la prison centrale de Kodengui? Affaire à suivre. Nous parlons d'autre chose à présent de la famille Moulin-Fournier interdite de retourner au Cameroun. C'est une décision du ministre français des Affaires étrangères. Une information confirmée par le patron de GDF Suez, employeur de Tanguy Moulin-Fournier, libéré comme les autres membres de la famille après leur enlèvement dans la partie septentrionale du Cameroun il y a quelques mois. Marcelin Gangsop. L'information qui barre la une du Messager a surpris plus d'un, tout au moins. Si l'on s'en tient aux déclarations faites par le chef de la famille Moulin-Fournier au lendemain de leur libération, c'était le 19 avril 2013. Ce dernier n'avait pas fait mystère de sa volonté de revenir le plus tôt possible au Cameroun, une fois l'épisode douloureux passé. Ce pays qui, disait-il, l'aimait bien et où il faisait bon vivre. On est tellement heureux d'être de retour au Cameroun, de pouvoir retrouver tous nos amis camerounais, tous nos frères camerounais. Le même vendredi, au soir, Tanguy Moulin-Fournier l'a réitéré au président de la République lors de la réception des otages libérés au Palais de l'Unité. Lorsque Paul Biya avait émis le vœu de le voir revenir poursuivre ses activités au Cameroun, Laurent Fabius, également présent au Palais de l'Unité, avait rassuré le chef de l'État, tout comme le PDG de Gaz de France, Gérard Mestralet. Mais voilà que hier, 23 mai, tout a changé. Un mois après le retour de la famille Moulin-Fournier en France, le Quai d'Orsay n'est plus favorable à un retour de cette famille au Cameroun, dit-on, pour des raisons de sécurité. Le patron de GDF Suez estime qu'un retour des Fourniers en terre camerounaise n'est pas prudent. Contre leur volonté, les membres de la famille Fournier sont donc obligés de rester dans leur France natale, obligeant le PDG de Gaz de France à recourir certainement à quelqu'un d'autre pour poursuivre la gestion de ses affaires dans notre pays. En rappel, c'est le 19 février dernier que Tanguy Moulin-Fournier, son épouse Alban, son frère, ainsi que ses 4 enfants ont été enlevés à Dabanga, à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, dans la région de l'extrême nord. Ils seront libérés 2 mois plus tard, le 18 avril, et quitteront le Cameroun dans la nuit du 19 au 20 avril, en compagnie de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères.
Et les populations du quartier Mboko dans la ville de Douala sont en colère. Elles ont pris à partie un véhicule de la compagnie d'électricité AES Sonel ce vendredi et vous pouvez deviner pourquoi. Eh bien, ces populations revendiquent le retour du courant électrique après plusieurs jours de délestage. Les détails dans ce reportage signé Claude Requois et Julien Gay. Fatigués d'attendre le retour de l'énergie électrique, ces habitants du quartier Mboko-Plage séquestrent le véhicule de AES Sonel, société en charge de la distribution de l'électricité au Cameroun. Depuis plusieurs jours, ils sont dans le noir. Les ménagères déplorent la conservation de leurs denrées alimentaires. Depuis vendredi jusqu'à jeudi, c'est là. Ils ne sont même pas passés, regardez ce qui ne va pas, même la déposition. Ça fait déjà une semaine. De vendredi à vendredi, monsieur, les enfants n'arrivent pas à prendre. Mon petit poisson qui était au frigo, la crème que je vends, c'est tout pourri. Les parents trouvent le moment des coupures mal choisies, surtout en cette période d'examen de fin d'année. Nous avons les enfants qui préparent les examens depuis une semaine et plus. Et le chef est là, il ne se dérange même pas. Parce qu'il a déjà la lumière sur lui. Vraiment, il faut que la sonnette fasse quelque chose pour nous. Nous sommes débordés. Un parent paye la pension des enfants. À la veille, l'enfant est dans l'obscurité. L'enfant peut apprendre comment avec la lampe. Depuis l'explosion du transformateur, AES Sonel ne serait pas passé en ces lieux. Ce qui suscite le courroux de ces riverains. On a attendu avant-hier, ils sont descendus sur le terrain, ils ont bien vu. Ils rentrent, ils ne rendent pas compte à leur chef. Depuis là, c'est ce qui nous énerve ce matin. On a dit que, comme le cas s'est entré dans ce quartier, il faut qu'on essaye de venir remettre ça. Nous, on préfère même qu'on nous branche directement, on enlève les conneries qu'ils ont mis en bas là. Sans cette tu l'as dit que nous ne serons pas dans cette difficulté maintenant, monsieur. Mboko-Plage, situé à la périphérie de Douala, est un quartier d'accès difficile à cause du mauvais état des routes. Et dans la région du nord-ouest du Cameroun, ce n'est non plus la gaieté, encore moins la sérénité. Les populations de la localité de Mvem peinent encore à rallier la ville. Le mauvais état de la route en est la principale cause. Pourtant, ce village reste un véritable grenier. Edmond Dini et Florian Fandio. C'est ce visage que présentent les routes de l'arrondissement de Mvem dans la région du nord-ouest. Les populations ne savent plus à quel saint se vouer. Rallier la ville n'est pas du tout chose aisée. À cause de la route impraticable, ce camion est rendu à son 3e jour sur cet axe. Pourtant, le trajet se faisait autrefois en 3 heures de temps. Nous avons déjà fait 3 jours sur la route. C'est pénible. Nous n'avons même pas encore fait la moitié du trajet. Nous nous sommes arrêtés ici parce que le camion s'est embourbé dans la boue. Nous sommes obligés de creuser. Tous les habitants du village sont venus nous aider. L'arrivée d'un véhicule dans ce village est toujours la bienvenue pour ces populations qui n'avaient jusqu'ici pour seul recours les motos. Pourtant, la localité de Mvem est un véritable grenier agricole. Le riz, le manioc, le macabo et bien d'autres vivres se cultivent ici. Seulement, une fois la saison de récolte arrivée, il est presque impossible d'écouler la marchandise. Conséquence, les produits coûtent très cher sur les étals. Des projets de construction de la route ont été annoncés depuis plusieurs années déjà, mais jusqu'ici, rien n'est fait. En attendant la saison des pluies, la construction de ces routes sera salutaire pour ces populations. Et un établissement de microfinance a été braqué ce matin à Mélon, dans le département du Mongo. Les malfrats armes à la main se sont attaqués à la structure First Bank. Des témoins affirment que les 5 malfrats ont réussi à séquestrer le personnel de cette microfinance dans les toilettes avant de commettre leur forfait. Le butin reste à évaluer. Des forces de l'ordre sont aux trousses des 10 malfrats. Nous y reviendrons en politique maintenant. Le règlement intérieur du tout premier Sénat camerounais est adopté au bout de 4 heures de temps. La séance plénière qui a eu lieu ce jour à l'Assemblée nationale a été marquée par la contestation sans conséquence de l'article 127 de ce texte par le sénateur Étienne Sonquin du SDF. Reportage. À 14h55, ce vendredi 24 mai, le 130e article du règlement intérieur du Sénat est adopté avec un tonnerre d'applaudissements. À la grande déception d'Étienne Sonquin,
sénateur SDF de la région de l'Ouest. D'après lui, l'article 127 est un frein à l'avancée démocratique. Cet article stipule qu'en début de législature, le règlement intérieur ne peut être soumis à modification que si la proposition est faite par au moins 16 sénateurs. Vous connaissez les réalités politiques et du pays et du Sénat, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul groupe parlementaire maintenant, seul qui peut proposer des amendements du règlement intérieur. Et cela jusqu'à la fin, n'est-ce pas, du mandat pratiquement. Ce qui démocratiquement est incorrect. Donc nous soutenions haut et fort, n'est-ce pas, que on ramène le nombre à 10 ou 11, n'est-ce pas, pour permettre à ce que le deuxième groupe parlementaire puisse introduire des propositions, quitte à ce que ce soit retenu ou rejeté. 6 autres sénateurs, dont ceux du RDPC, ont sollicité des éclaircissements sur certains points. Baba Amadou, Etame Massoma et Charles Salé, tous membres de la commission spéciale, ont apporté des éléments de réponse. Plusieurs articles et alinéas ont été soit corrigés, soit amendés, mais l'essentiel est passé comme une lettre à la poste, à la grande satisfaction du président de la commission spéciale. J'estime que mes collègues et moi-même, nous avons mis vraiment du cœur, n'est-ce pas, pour bien accomplir la mission qui nous a été confiée par l'ensemble de la Chambre. Nous sommes satisfaits, nous pensons que nous avons fait de notre mieux et que ce règlement intérieur servira la Chambre pendant des années et pourquoi pas pendant plusieurs générations. Bon à savoir, les membres du Sénat porteront le titre de sénateur tout court, et ce, que l'on soit du sexe féminin ou masculin. L'article 2 du règlement qui vient d'être adopté a tranché le débat qui avait cours depuis l'élection des sénateurs, dont certains se faisaient déjà appeler vénérables. Le règlement intérieur de 21 chapitres et 130 articles étant adopté, on n'attend plus que sa promulgation par le président de la République, ce qui ouvrira le chemin pour la formation du bureau de la Chambre haute du Parlement. Voilà, la session de plein droit du tout premier Sénat camerounais reste sous la conduite d'un bureau d'âge. Et dans ce bureau d'âge du Sénat, il est l'un des plus jeunes membres. Amadou Tidjani n'avait jamais rêvé de quitter son Adamawa natal. Aujourd'hui, ce tailleur militant du SDF est parmi les tout premiers sénateurs du Cameroun. Son portrait, c'est avec Yannick Mbazo. Son nom, Amadou Tidjani. Tailleur hier, aujourd'hui sénateur. Cet originaire de l'Adamawa, né en 1973, laisse ainsi derrière lui son atelier de couture pour s'asseoir au perchoir du Sénat. Et pourtant, bien avant les élections sénatoriales du 14 avril 2013, ce sénateur SDF n'avait jamais rêvé faire partie du bureau d'âge du tout premier Sénat camerounais. Polygame et père de 11 enfants, Amadou Tidjani, originaire du Faro et Oudéo, d'une expression très difficile, déclare tout de même entretenir de bonnes relations avec les autres sénateurs. Je n'ai jamais rêvé un jour d'être un sénateur. C'est vraiment un grand jour d'être parmi la toute première promotion du sénateur. On a une bonne relation, il n'y a pas d'un problème. Et pourtant, cette image définit la timidité de l'homme. Image dans laquelle Amadou Tidjani consulte le protocole d'interview. C'est à peine si l'homme s'exprime. Une situation qui met en parenthèse son ambition à défendre la cause des jeunes au sein du Sénat. Maintenant, nous avons une lourde responsabilité, surtout pour défendre donc, les causes des jeunes. S'il est vrai que le secteur informel a toujours revendiqué faire partie du collège des décideurs, mais le choix laisse planer le doute quant à la prise en compte de ces propositions. L'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine à 50 ans demain 25 mai 2013, occasion pour les chefs d'État et de gouvernement africains réunis à Addis Abeba d'exprimer leur reconnaissance au père fondateur de cet instrument d'intégration continentale, Flavien Valondongo.
Créée le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie, l'Organisation de l'Unité africaine, qui célèbre ses 50 ans cette année 2013, a été mise en route par 32 chefs d'État dont les avis divergeaient sur sa nature. Les partisans du fédéralisme mené à l'époque par le président du Ghana, Kwame Nkrumah d'une part, qui s'opposait aux tenants d'une Afrique des États, avec à leur tête le président sénégalais Léopold Sédar Senghor d'autre part. Ces derniers imposèrent leur vision afin que cette organisation devienne un outil de coopération et non d'intégration entre les États. Des années plus tard, et suite à quelques dysfonctionnements observés sur le plan de leadership, il y a eu changement sur la dénomination avec l'arrivée de bien d'autres pays membres, ce qui remonte à 54 États. L'UA, cette organisation d'États africains créée en 2002 à Durban en Afrique du Sud, en application de la déclaration de Sirte du 9 septembre 1999, a connu la mise en place des institutions que sont la Commission, le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité en juillet 2003. L'Union africaine, et selon les observateurs, après quelques années d'existence, semble faire preuve de plus d'efficacité dans la prévention et la résolution des conflits, et notamment l'ouverture démocratique en Afrique. Le cinquantenaire de l'EUA, devenu UA, se célèbre à Addis Abeba autour du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.